Nicholas Anderson se tenait devant le juge Fischer, luttant pour garder son sang-froid. À 33 ans, le contremaître de l'entretien de la ville n'aurait jamais imaginé qu'il finirait devant le tribunal pour divorce, et encore moins qu'il serait accusé d'outrage à magistrat pour son langage grossier. Mais il était là, avec sa future ex-femme Rita et son amant David assis de l'autre côté de l'allée, l'air satisfait. « Encore une crise de votre part, monsieur Anderson, et je vous déclarerai coupable d'outrage », prévint la juge Fischer, le visage rougissant. Nicholas dut étouffer un rire devant son expression presque comique. Son avocat, Burt Young, se pencha vers lui. « Je te conseille vivement de te contrôler, à moins que tu ne veuilles passer la nuit en prison. » Nicolas hocha la tête, même s'il bouillonnait intérieurement. Il était difficile de ne pas laisser échapper des grossièretés, alors qu'elles faisaient partie intégrante de son vocabulaire. Un jour, un homme avait dit à Nicolas qu'il n'avait jamais rencontré quelqu'un qui jurait autant. C'était peut-être vrai, mais les mots lui étaient venus à l'esprit sans qu'il y ait eu réflexion. Lorsque Nicolas se remit à parler, il vit le juge se tendre. Le sténographe judiciaire étouffa un petit rire, se préparant probablement à un torrent de conneries. De l'autre côté de la salle d'audience, Rita avait l'air honteuse et abattue tandis que David était assis, le visage défait. Sa femme Cheryl avait l'air énervée, n'appréciant clairement pas que leur linge sale soit lavé en public. Comment en était-on arrivé là? Nicholas travaillait pour le service d'entretien de la ville depuis qu'il avait terminé ses études secondaires 14 ans plus tôt. Il était fier de son travail consistant à maintenir les rues propres et fonctionnelles, à déneiger en hiver et à s'occuper de tout ce qui devait être fait en été. Les équipes d'entretien respectaient Nicholas comme un contremaître pragmatique qui faisait preuve de bon sens et évitait les politiques de bureau. Ce mardi-là avait commencé comme tous les autres. Un violent orage la nuit précédente avait laissé des débris éparpillés dans le quartier de la ville où vivait Nicolas. Il avait passé la matinée à diriger les équipes de nettoyage et à vérifier les égouts bouchés. L'après-midi, il inspectait les allées problématiques pour voir lesquelles avaient besoin de gravier frais. Lorsque Nicolas rentra à la maison ce soir-là, il se retrouva à réchauffer les restes de pain de viande pour le dîner. Sa femme Rita n'avait pas cuisiné de repas de semaine depuis des mois. Tandis qu'il mangeait, elle lui demanda « Comment s'est passée ta journée ?» Avant de disparaître pour prendre une douche, Nicolas soupira, souhaitant qu'elle lui accorde autant d'attention qu'à cette foutue douche. Cette routine durait depuis des mois et Nicolas en avait marre. Leur vie amoureuse était pratiquement inexistante, passant de 3 à 4 fois par semaine à 2 fois au cours des 3 derniers mois. Rita semblait à peine le remarquer. Nicolas s'installa donc pour regarder le match des Rockies, souhaitant pouvoir boire un pack de 12 bières mais se limitant à une seule bière puisqu'il était en alerte d'urgence. Vers 22 heures, alors qu'il s'apprêtait à se coucher, son téléphone sonna. Une conduite d'eau s'était rompue près du centre commercial et l'équipe de Nicolas était nécessaire. Il a préparé quelques collations et s'est mis en route, attelant des remorques d'équipement et rassemblant ses hommes. À 1 heure du matin, Nicolas cassait le revêtement avec une pelleteuse, pataugeant dans l'eau boueuse pour exposer la conduite brisée. C'était un travail lent et salissant qui a duré des heures. Finalement, vers 9h30, la réparation a été approuvée et l'équipe de Nicolas a terminé. Il a ramené l'équipement dans la cour et s'est garé dans son allée à 13h45, impatient de ne plus travailler jusqu'à vendredi. À l'intérieur, Rita était introuvable. Nicolas attrapa une bière et un sandwich, secouant la tête devant le désordre qui régnait dans la cuisine. Alors qu'il fermait le réfrigérateur, il entendit le son caractéristique d'une femme en proie à la passion venant de l'étage. « Pas étonnant que tu ne me baisses plus », marmonna Nicolas. Il attrapa son Quimber .45 dans le placard et se dirigea vers le haut pour enquêter. La chambre principale était vide, tout comme la salle de bain. Nicolas ouvrit d'un coup de pied la porte de la salle d'artisanat de Rita, prête à recevoir une arme, mais la trouva également vide. Le bruit y était plus fort et il remarqua que la fenêtre donnant sur l'arrière-cour était ouverte. Nicolas regarda dehors et vit quelque chose de choquant. Tommy et Brenda, les enfants adolescents de ses voisins Tom et Jerry Moore, s'amusaient au bord de leur piscine. Les yeux de Nicolas s'écarquillèrent. « Je pensais que ça n'arrivait que dans des endroits comme le Mississippi, » marmonna-t-il, incrédule. Nicolas savait qu'il ne devait pas regarder, mais c'était comme un accident de train dont il ne pouvait pas détourner le regard. Il se demandait si Tom et Jerry avaient la moindre idée de ce qui se passait. Même les personnes les plus folles que Nicolas connaissait ne l'approuveraient pas. Soudain, Brenda leva les yeux et dit quelque chose à Tommy.
Ils se tournèrent tous les deux pour regarder la fenêtre de Nicolas. Il se baissa en arrière, jurant à voix basse. Lorsqu'il jeta un nouveau coup d'œil dehors, son regard fut attiré par un mouvement dans la fenêtre de David, à côté. La mâchoire de Nicolas tomba lorsqu'il vit le dos nu de David, clairement en train de percer quelqu'un. Pendant un moment, Nicolas espéra apercevoir Cheryl, la femme sexy de David. Mais David se retourna et le monde de Nicolas s'écroula. Nicolas hurla si fort que les ébats de l'adolescent s'arrêtèrent brusquement. Il resta figé un instant, ne sachant pas quoi faire. Il pointa son pistolet sur David, mais fut distrait par Tommy et Brenda qui couraient nus vers leur maison. Lorsque Nicolas releva la tête, David et Rita avaient disparu de sa vue. Nicolas cria, attrapa son fusil Mossberg et le chargea de chevrotine. Il sortit en trombe de la maison, un pistolet caché dans son jean. À mi-chemin dans l'allée, Nicolas s'arrêta et comprit tout. Il comprenait tout à présent. Pourquoi sa maison n'était jamais propre, pourquoi les repas sortaient du congélateur, pourquoi son Johnny était si négligé. David avait épuisé Rita. Nicolas monta dans son camion et laissa des traces de pneus sur la route en démarrant. Pendant le trajet, il a tout assimilé. Rita ne cuisinait jamais parce que David l'épuisait. Elle ne pouvait pas faire le ménage tout en étant folle toute la journée. La plus grande question était de savoir pourquoi les deux personnes en qui Nicolas avait le plus confiance le trahiraient ainsi. Il s'est retrouvé à la quincaillerie, se dirigeant directement vers de nouvelles serrures de porte. En passant à la caisse, l'esprit de Nicolas s'est mis à réfléchir à ce qu'il devait faire ensuite. Quand il rentra chez lui, Brenda et Tommy l'attendaient, penauds, dans son allée. « Nous sommes désolés de vous avoir dérangé, monsieur Anderson. Nous ne voulions pas vous offenser, c'est juste que… » commença Brenda. Nicolas l'interrompit. « Je m'en fiche si vous vous baisez jusqu'à ce que vos trous se transforment en tunnels. Ce ne sont pas mes affaires. Vous n'êtes même pas sur mon radar de problème en ce moment. » Ils sont partis, même si Nicolas sentit le regard de Brenda sur lui alors qu'il entrait à l'intérieur. Il posa les nouvelles serrures et alla chercher ses outils. Dans la cuisine, son sang bouillonna en voyant David assis à la table. « Qu'est-ce que tu fais chez moi, espèce d'enfoiré » demanda Nicolas. « Je suis venu te parler en tant qu'ami » répondit faiblement David. Nicolas rit amèrement. « Ami ? Avec des amis comme toi, qui a besoin d'ennemis ? Crois-tu que je vais juste dire, et David, comment étaient les trous de ma femme ce matin ? Nicolas, ça n'a pas à se passer comme ça, plaida David. Tu as raison. Passe-moi ce couteau de boucher, ordonna Nicolas en faisant glisser un couteau sur la table. David le regarda, puis le couteau dans la main de Nicolas. Allez Nicolas, tu ne peux pas sérieusement t'attendre à ça. Ramasse-le, connard. Tu aimes tellement Jésus que je veux que tu le rencontres. Maintenant, prends le couteau et laisse-moi appliquer la loi qui me rend la journée meilleure, ordonna Nicolas. David se leva d'un bond et courut vers la porte. Il s'arrêta sur le porche et se retourna. « Nicolas, nous sommes amis depuis toujours. Tu es prêt à tout laisser tomber ? J'ai perdu 2 personnes aujourd'hui, David. Mais je pense que lorsque j'aurai surmonté tout ça, je me rendrai compte que ce n'est pas une vraie perte, répondit froidement Nicolas. Où est Rita ? Elle est chez moi. Elle a peur de venir ici, a admis David. Dis-lui qu'elle a 5 minutes pour venir si elle veut avoir une chance de rester mariée avec moi. Maintenant, sors de ma propriété avant que je risque la prison juste pour me sentir mieux. 4 minutes plus tard, Nicolas l'entendit pleurnicher et sangloter bien avant de la voir. Les gens devaient se demander ce qui se passait quand ils la voyaient marcher sur le trottoir en pleurant. Elle tendit la main pour serrer Nicolas dans ses bras et il recula. « Garde tes mains sales pour toi, » ordonna-t-il. « Mais je t'aime, bébé. Je veux seulement être avec toi, » supplia Rita. « Allons à l'intérieur. Ses voisins n'ont pas besoin d'entendre nos histoires, » dit Nicolas en se dirigeant vers le salon et en s'asseyant dans son fauteuil préféré. Rita s'assit sur la banquette. « Veux-tu t'asseoir à côté de moi ? » demanda-t-elle. « Bien sûr que non, je ne veux pas être près de toi, » refusa Nicolas. Il détestait les silences gênants, alors il s'est précipité. « Depuis combien de temps couchez-vous avec cet idiot ? Il vous aime comme un frère. »« C'est votre meilleur ami, » répondit Rita. « Nicolas était mon ami, » corrigea Nicolas. « Les amis ne baissent pas les femmes de leurs amis. C'est juste du sexe. »
Je t'aime toujours, insista Rita. Quelle connerie. C'est juste du sexe. Celui qui a eu cette excuse mérite un parpaing sur la tête, hurla Nicolas. Il n'y a pas lieu d'être en colère. Tu m'as toujours. Je ne vais nulle part, dit Rita. Oui, tu le es. Tu choisis David plutôt que moi dans notre mariage. Tu ne peux pas me donner 5 minutes, mais tu peux te pencher pour lui à tout moment. C'est merveilleux, rétorqua Nicolas avec sarcasme. Il se prit la tête entre les mains, sentant un mal de tête arriver. Rita commença à se lever et à marcher vers lui. « Assieds-toi » ordonna Nicolas. « J'espère que ça vaut la peine de gâcher une décennie de mariage. Je ne vais pas mettre fin à notre mariage. On peut rester mariés. Je coucherai juste avec David. Je ne l'aime pas, juste sa chair. Il dit que je peux m'occuper de tes besoins 1 ou 2 fois par semaine, expliqua Rita. Nicolas la regarda avec incrédulité. Comme c'est gentil de sa part. Je pense que je vais trouver quelqu'un d'autre pour s'occuper de mes besoins. Non, tu es mon mari. Personne d'autre ne devrait avoir de relations sexuelles avec toi. Nous sommes toujours mari et femme, a rétorqué Rita. Plus pour très longtemps. Ex-femme est plus appropriée pour quelqu'un comme toi qui vit avec ce crétin hypocrite de David Harris, a déclaré Nicolas. S'il te plaît, ne parle pas comme ça. Je t'aime de tout mon cœur. Mais j'aime aussi la grosse viande de David. Tu dois juste comprendre le plan de David. Nous pouvons tous être heureux, tenta de raisonner Rita. Je comprends parfaitement. Tu veux avoir le beurre et l'argent du beurre, conclut Nicolas. Ce n'est pas du tout ça, protesta Rita. Alors explique-moi, interpella Nicolas. Je ne peux pas, tu ne le ferais jamais, balbutia Rita. Eh bien, je crois que David veut que je revienne dans 3 minutes. De quoi tu parles? Demanda Nicolas, voyant le choc sur son visage. Tu ne m'as jamais insulté ni parlé de cette façon. Qu'est-ce qui t'arrive? Demanda Rita. Voyons voir, je n'ai pas dormi depuis 6 heures du matin hier et j'ai travaillé toute la nuit. Ou peut-être est-ce parce que je suis rentré à la maison et que j'ai trouvé ma femme en train de baiser quelqu'un d'autre, idiot, s'exclama Nicolas. Rita se mit à pleurer et se dirigea vers la porte. C'est bon, va voir David. Va chercher la viande dont tu as envie, cria Nicolas. Elle se retourna vers la porte. Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas garder les choses telles qu'elles sont. Tu n'es pas tout le temps à la maison. Je peux être à lui pendant que tu es au travail. Nicolas a claqué la porte si fort qu'il a cru qu'elle allait se briser. Va te faire foutre, va manger ton gâteau. Il hurla, la gorge irritée. Il était assis dos à la porte, se sentant émasculé. Son père lui aurait botté le derrière s'il avait vu Nicolas avec les larmes aux yeux. Nicolas a donc pris son mal en patience et s'est mis au travail, changeant les serrures de toutes les portes et réenregistrant le code de la porte du garage. À 16 heures, Nicolas a décidé de faire une pause. Il était épuisé et avait besoin de s'asseoir. Il a allumé la télé et a regardé Jerry Springer. C'était vraiment approprié. Une émission sur les femmes infidèles et les familles défoncées. Nicolas n'avait pas fait beaucoup de chemin avec Jerry avant de s'endormir. Lorsqu'il se réveilla, il était plus de 9 heures et quelqu'un frappait à la porte. C'était encore David. « Qu'est-ce que tu veux? »« Je devrais te tabasser, » dit Nicolas. « J'ai besoin d'une faveur, » répondit David. « Rita a besoin de toi, elle pleure à chaudes larmes. Tu ne peux pas l'appeler et lui dire que tu n'es pas en colère et que tout ira bien? Lui dire que tout ira bien? J'en ai fini avec vous deux, cracha Nicolas. Que va dire Cheryl quand elle découvrira que tu baises Rita? Elle le sait. Elle est heureuse que les frasques puissent cesser. Elle veut que vous restiez ensemble, admit David. Sors de chez moi. Dis à Rita que ses affaires seront sur le porche demain matin. Nicolas avertit que tout coup de porte ne sera pas reçu avec gentillesse. Il claqua la porte et alla se chercher une bière fraîche. Pour une raison inconnue, Nicolas monta à l'étage avec son pack de 6 bières et s'assit dans la salle de bricolage de Rita pour regarder par la fenêtre. Il s'est rendu compte qu'il devait enregistrer des preuves pour le divorce, alors il a pris la caméra. En surveillant la maison de David, Nicolas a remarqué du mouvement à côté. Jerry Moore était à la piscine en peignoir. Nicolas espérait qu'elle portait un maillot de bain une pièce en dessous. Jerry était peut-être la personne la plus gentille,
mais elle était tombée de l'arbre laid et avait heurté toutes les branches sur son passage. Contrairement à sa fille Brenda, le corps de Jerry ne suffisait pas à détourner l'attention de son visage. Malheureusement, Jerry ôta son peignoir et plongea dans la piscine. Nicolas se retourna vers la maison de David. Avec la caméra en vision nocturne, il vit Cheryl et Rita sur la balançoire du porche en train de discuter tranquillement. Les phares de la maison de David ont illuminé Tom Moore alors qu'il rentrait chez lui après avoir géré son restaurant. Il est allé directement à la piscine et a commencé à se déshabiller. « Que ai-je fait pour mériter ça ?» marmonna Nicolas. Il observa la maison de David jusqu'à ce qu'il entende Tom entrer dans la piscine. Les Moore se blottirent et s'enlacèrent dans l'eau. Nicolas pouvait entendre leur conversation s'égarer. « Comment s'est passé le travail, bébé ?» demanda Jerry. « J'étais occupé. J'ai dû virer Juan parce qu'il avait fumé de la drogue pendant sa pause, » répondit Tom. « Tu l'as prévenu ? J'ai entendu quelque chose d'intéressant aujourd'hui, » dit Tom en changeant de sujet. « Raconte-moi, » incita Jerry. « Nicolas a mis Rita dehors aujourd'hui, » l'informa-t-il. « Quoi ?» s'exclama Jerry. « Est-ce qu'il a perdu la boule ? Ces deux-là mouraient l'un sans l'autre. J'ai toujours pensé qu'elle le jetterait dehors à cause de ses grossièretés. »« Tu dois te tromper, » se dit Tom. D'après Tommy et Brenda, alors qu'ils nettoyaient la piscine, ils ont vu David et Rita faire l'amour à la fenêtre de David. Nicolas devait être à la maison pour une raison quelconque. Ils entendirent Nicolas crier « putain de salope » et virent David et Rita s'arrêter rapidement. Nicolas partit et revint avec un sac Loès, changea les serrures et plus tard traita Rita de salope, raconta Jerry. « Je n'arrive pas à y croire, » dit Tom. « Je vais voir Nicolas demain. Je veux que tu restes loin de David. J'ai toujours pensé qu'il te surveillait de trop près, toi et Rita. » L'idée que David déshabille Jerry mentalement fit frémir Nicolas. Brenda dit qu'elle apporterait un gâteau à Nicolas demain pour lui remonter le moral. Elle a une haute opinion de lui, ajouta Jerry. Il est grossier, mais je ne vois personne d'autre que je voudrais avoir à mes côtés. Je l'ai vu travailler près du centre commercial ce matin. Est-ce qu'il portait un casque de sécurité ? Demanda Tom d'un ton suggestif. Oui, confirma Jerry en rigolant. Toi et ton fétichisme pour les ouvriers du bâtiment. Peut-être que je peux demander à Nicolas de te servir de modèle, taquina Tom. Nicolas frissonna à nouveau. Normalement, un homme aime entendre qu'une femme le trouve attirant. Mais pendant les premières semaines après avoir emménagé, Nicolas avait pensé que Tom et Jerry étaient un couple gay. Jerry pouvait parfois avoir l'air très viril. « Tu es vraiment nul, » dit-elle à Tom. « Je ne comprends pas pourquoi Rita préfère coucher avec David alors qu'elle a Nicolas. Tu commences à me donner un complexe, » dit Tom. « Tu es le seul beau gosse pour moi, mon beau gosse, » lui assura Jerry. Réalisant qu'ils étaient sur le point de faire l'amour, Nicolas décida d'aller se coucher. Nicolas n'était pas sûr de dormir, mais il ne voulait pas faire de cauchemar à propos de Tom et Jerry. Il alluma la radio pour entendre du bruit et entendit l'émission de Heavy Metal Grindcore sur la station universitaire. Il écouta des morceaux de Carcass, Deicide et Obituary. Avant la fin du spectacle, ils ont joué Cannibal Corpse, Make Them Suffer. En écoutant, Nicolas a décidé qu'il voulait faire souffrir David et Rita. Les paroles de Corpse Grindé Fischer résonnaient dans son esprit. « Fais-les souffrir, fais-les souffrir, fais-les souffrir. » Et Nicolas jura. « Je le ferai, broyeur de cadavres, je le ferai. » Le lendemain matin, quelqu'un frappait à la porte de Nicolas. Il sortit du sommeil et alla voir qui avait un désir de mort matinale. Il ouvrit la porte, prêt à crier sur Rita, mais c'était Cheryl Harris. « C'est toi. Que veux-tu ? » « Les affaires de Rita ne sont pas encore prêtes, » dit Nicolas. « Je ne veux pas que tu fasses ses bagages, Nicolas. Je veux que tu la laisses rentrer à la maison, » répondit Cheryl. « Et je pensais que tu allais me demander quelque chose de déraisonnable. »« Je retourne me coucher, » répondit Nicolas en commençant à fermer la porte, mais Cheryl la bloqua. « Attends, Nicolas. Pourquoi fais-tu ça ? Rita souffre et tu ne veux pas tenir compte de ses sentiments ? » demanda-t-elle. « Que dois-tu prendre en compte ? Elle veut être avec toi et David plus qu'avec moi. Je la laisse être avec toi et je reste à l'écart, » expliqua Nicolas. « David et moi ne pouvons pas la garder avec nous. Nous avons une image à protéger, plaida Cheryl.
Tu aurais dû y penser avant d'entraîner ma femme dans ton jeu malsain. Pourquoi ne peut-elle pas vivre avec toi? Vraiment? Tu ne vois pas de problème ici? Rétorqua Nicolas. Je lui ai donné une chance de rester. Elle a préféré la viande de ton mari à la mienne. Le pire, c'est que tu n'as pas l'air de t'en soucier, mais moi si. Maintenant, laisse-moi tranquille. Elle t'aime toujours, Nicolas. Nous ne voulions pas te l'enlever. Nous l'aimons, et toi aussi. Je déteste te voir gâcher ton amitié avec David, insista Cheryl. Il est mort pour moi. Elle aussi, déclara froidement Nicolas. Tu ne peux pas le penser, Nicolas. Elle s'occupera toujours de tes besoins, essaya de le persuader Cheryl. Pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt? Rétorqua Nicolas d'un ton sarcastique. Je la nourris et je l'héberge, je lui achète des vêtements, une voiture et tout ce dont elle a besoin. Elle te baise aussi, et j'ai droit à une branlette hebdomadaire par pitié. David obtient son harem sans rien payer. Au diable tout ça! Est-ce que j'aurai droit à des rapports sexuels avec toi? Désolé, Nicolas, je suis une femme seule, répondit Cheryl. Une femme seule, dit Nicolas, perplexe. Bon sang, j'aimerais bien en avoir une de ce genre. Bon, c'est ce que je dois trouver. Dis à cette salope que ses affaires seront là dans 1 heure. Allez, Nicolas, arrête de te comporter comme un homme des cavernes. David et moi avons une image à préserver pour notre église. Nous ne pouvons pas accueillir Rita parmi nous, supplia Cheryl. C'est ton problème, pas le mien. Sors de chez moi, Cheryl, dit Nicolas en fermant fermement la porte derrière lui. Nicolas passa quelques coups de fil et mit son plan à exécution. Il contacta Berjung, son avocat spécialisé dans les divorces, et Mike Starr, un camarade de lycée et journaliste d'investigation. Nicolas avait découvert un club sexuel secret dirigé par le juge Fischer et le docteur Lenders, le conseiller matrimonial désigné par le tribunal. Il a donné à Mike les preuves vidéo et les détails, prévoyant de dénoncer la corruption et l'hypocrisie. Mercredi, Nicolas avait toutes les autorisations et permis pour lancer un projet d'entretien de la ville qui limiterait l'accès à l'hôtel abandonné où se réunissait le club sexuel. Il a été chargé de superviser le déménagement et les améliorations. Jeudi, Nicolas s'est rendu à sa séance de conseil avec le docteur Lenders, mais seulement pour la confronter au sujet du club sexuel et menacer de dénoncer. Pendant ce temps, Rita avait du mal à faire face aux retombées. Elle alla voir David à l'église, espérant trouver du réconfort, mais il était de mauvaise humeur. « C'était Terry, » lui dit David, faisant référence au juge Fischer. « Il n'y aura pas de réunion du club ce soir. » Nicolas l'a découvert et a menacé d'appeler Mike Starr. « Je regrette d'avoir couché avec toi, Rita. Tes trous ne valent pas la peine. » Rita était abasourdie. Quelques mois auparavant, David la désirait tous les jours, affirmant qu'elle était meilleure que Cheryl. Maintenant, avec la résistance de Nicolas, elle était soudainement tombée en disgrâce. Le lendemain matin, Rita se retrouva dans la salle d'audience du juge Fischer. L'avocat de Nicolas et Graham Nash étaient présents, mais Nicolas était absent. Après une longue conférence, le juge a annoncé que dans 90 jours, le mariage de Rita avec Nicolas serait dissous. Elle ne recevrait aucune pension alimentaire ni aucun soutien, seulement 25% de la retraite de Nicolas et 40% de leur liquidité. En 3 semaines, tout s'est effondré. La nouvelle a révélé le Casanova Club, ce qui a conduit à la révocation du juge Fischer et à des accusations potentielles. Son mari a été licencié et accusé de trafic de pilules. Edward Miller, l'avocat de Rita, a été radié du barreau pour avoir eu des relations sexuelles avec des clients masculins et avoir abandonné des affaires au profit du juge Fischer. Le docteur Lenders a été condamné à rembourser 30 clients et a été retrouvée morte avec son mari dans un meurtre-suicide. David a été prié de démissionner de son ministère, son indemnité de départ couvrant à peine les frais de déménagement. Cheryl a demandé le divorce après l'avoir surpris en train de se masturber en regardant les sœurs Moore nager. David a blâmé Rita pour tout et a décidé de ne pas l'emmener avec lui lorsqu'il a quitté la ville. Rita a emménagé dans un petit appartement avec Cheryl jusqu'à ce qu'ils puissent se remettre sur pied. Elle a utilisé la majeure partie de l'argent de Nicolas pour régler leurs factures d'électricité et aider Cheryl à engager un avocat. David a essayé d'engager Crosby, Stills, Nash et Young pour son divorce, mais ils ont refusé. Il a fini par s'adresser à un avocat anonyme et s'est fait larguer par Cheryl. Des mois plus tard, Rita l'a vu à l'épicerie.
Elle s'est effondrée, rampant et le suppliant de la reprendre. Nicolas avait l'air gêné alors qu'une petite foule se rassemblait. Il sourit, désigna son derrière et dit « Mange ma mère des mœurs ». Puis il s'éloigna. L'histoire se déroule ensuite plusieurs années plus tard. Nicolas vit désormais à Las Vegas, marié à Brenda Moore. Il travaille comme technicien de machine à sous pendant que Brenda termine ses études. Ils entretiennent une relation heureuse et stable, un contraste frappant avec le passé tumultueux de Nicolas avec Rita. Il a trouvé en Brenda la partenaire fidèle et aimante qu'il a toujours voulu et a laissé derrière lui le drame et la trahison de son passé en Stonemore.